des collègues d'opéra. Moi, je croyais que ça allait être une classe comme les autres. Et après, dès qu'on m'a dit il y aurait de l'opéra, je croyais que ça allait être... J'allais m'endormir un peu. J'ai dit, oh non, dans ma tête. J'ai dit, oh, pendant 2 ans, quand même, c'est bon. Avant, je croyais que c'était un petit peu ennuyant. Mais maintenant, j'aime mieux l'opéra. C'est devenu un petit peu cool, comme ça. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup mieux. J'ai parlé trop vite, en fait. J'ai vu l'opéra, c'était immense, ça m'a choqué parce que j'ai cru que c'était quand même un petit peu plus petit. Il m'a fait bizarre. L'opéra, tout était grand, les escaliers, les statues, les fenêtres, tout. Quand je suis rentrée dans l'opéra, je pensais pas du tout que c'était comme ça, si lumineux et beau. Et je savais pas qu'il y avait autant de sculptures et de mosaïques. Enfin, ce qui m'impressionne le plus, c'est que les chanteurs et les chanteuses arrivent déjà à chanter sans micro et arrivent à se faire entendre à l'autre bout de la salle parfaitement bien. Vous avez déjà vu peut-être dans des expositions des costumes anciens? Oui. Il y a un truc en dessous. Ouais. C'est transparent, un truc rond. Oui, c'est un panier. Voilà, c'est ça. C'est pas toujours très pratique, comme vous vivez dans des châteaux et que vous avez la place. Et voilà. Mais du coup, comment on s'habille aujourd'hui, ça ressemble. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre l'Opéra national de Paris et l'Éducation nationale. Destiné avant tout à des classes de zone d'éducation prioritaire, d'une durée de 2 ans, il a pour objectif de permettre à chaque élève d'accéder à l'expression, à la dignité et à la citoyenneté en s'appropriant le patrimoine culturel et artistique. Est-ce que tout le matériel dont vous disposez vous convient? Ah oui, oui. Notre outillage principal, tu vois, c'est la machine à coudre. Alors on a différents types de machines à coudre, évidemment. L'unité, elle est ici. Donc chaque note, c'est quoi par rapport à l'unité, puisque c'est partagé en 16? On partage l'unité en 16, donc 1/16e de l'unité. Donc vous pouvez marquer en bas de la page, double croche, 1/16e de l'unité. Là vous mettez donc... On marque en dessous, monsieur. Oui, et là vous mettez petit u, c'est notre unité de mesure. Stop. Maintenant, dernier étage. Là, je tomberai en arrière. Et yes. Prenez vos violons. Fermez la boîte. Regarde-moi. Sur la tête. Devant. Top. Mi. Le premier mouvement, vers le bas ou vers le haut? Vers le bas. Ils me disent tu pourrais continuer du violon, tu pourrais passer à la télé, être un grand artiste. Des fois, j'ai l'impression que mon violon, c'est mon corps. Donc, c'est comme si le violon était en moi et que si je continue d'en jouer, et ben ça va faire avancer de plus en plus vite ma vie. Oui. Le projet, ça me rend calme. Je m'énerve plus et j'écris mieux
un peu mieux, je fais plus de fautes. Je fais un tout petit peu de fautes et c'est tout. Et sur d'autres perspectives, sur d'autres milieux, j'ai côtoyé des gens, j'ai pu apprendre autre chose, j'ai pu m'intéresser à autre chose aussi. On me mettait vraiment dans une position, j'allais dire, importante. On était valorisés. À cette époque-là, déjà, d'où ce qu'on venait, de notre âge, pour certains de leur milieu, ça nous donnait vraiment un autre statut. Puis-je vous demander, Claire Suardet et Monsieur Jack Lang, de bien vouloir avancer. Il semblerait que nous entrions dans le vif du sujet. Avant de faire le moindre commentaire, je vais peut-être d'abord vous présenter Claire Suardet. Je vais retrouver mes notes. Nous nous sommes rencontrés. Vous êtes la directrice de l'école polyvalente des poissonniers dans le 18e arrondissement de Paris. Vous êtes maître formateur. Vous avez collaboré à la rédaction d'un livre dont le titre est magnifique, L'enfant maître de sa parole. Et vous avez participé au colloque de l'UNESCO sur les ateliers de pratique philosophique avec les jeunes enfants. Et vous avez beaucoup de choses à nous raconter, puisque notamment, ce n'est pas la seule chose que vous nous direz, puisque notamment vous participez depuis longtemps au programme mis en place par l'Opéra national de Paris et l'Éducation nationale, et qui s'intitule 10 mois d'école et d'opéra, et que les petits violons, c'est vous aussi. Monsieur Lang, faut-il vous présenter? Bonjour, monsieur le ministre, merci d'être là. Je crois que l'essentiel de ce qu'il y aurait à dire de vous, c'est que vous incarnez probablement de la manière la plus forte ce que peut être un combat pour la culture, et notamment pour l'éducation artistique et culturelle, puisque c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui pour en parler. Avant d'évoquer peut-être une seconde le film, je voudrais simplement introduire cette plénière avec une citation, si vous m'y autorisez. C'est une citation à propos effectivement du rapport de l'école à l'art et à la culture. Il n'y a pas d'autre lieu que l'école pour organiser la rencontre de tous avec l'art. Il n'y a pas d'autre lieu que l'école pour instaurer de manière précoce le contact avec les œuvres. Il n'y a pas, enfin, d'autre lieu de l'école pour réduire les inégalités d'accès à l'art et à la culture. C'est une évidence. Si l'école n'assure pas un accès démocratique à l'art, ce sont les logiques sociales qui prévaudront. C'est vous qui avez dit ça, monsieur Lang, en 2000, au moment où vous ouvriez, vous commentiez ce fameux plan Lang-Tasca qui incarnait, probablement plus que toutes les autres initiatives, votre ambition en la matière. Le film que nous venons de voir, je crois, dit beaucoup de choses. Donc, on va peut-être en parler dans le flux de la conversation. Voulez-vous, Claire, nous raconter ce que vous avez à nous dire de cette école, pas seulement du programme, mais de cette école et de l'histoire de cette école que vous dirigez depuis 7 ans, si ma mémoire est bonne. Alors,
moi, je suis arrivée dans cette école qui est une école encastrée dans les cités, c'est-à-dire que le public, on n'a pas besoin d'en reparler, c'est un public très éloigné de tous les codes sociaux, culturels que nous connaissons, et une école qui était à l'abandon, qui, de toute façon, aussi bien l'équipe que les élèves étaient désespérés, j'ai envie de dire, et se disaient que de toute façon, voilà, on les avait oubliés et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour s'en sortir. J'ai donc, l'histoire de l'école, j'ai envie d'en parler comme d'une histoire, une allégorie. C'est l'histoire de Cendrillon, c'est-à-dire que la citrouille s'est transformée en carrosse et la bonne fée, qui ne veut pas être nommée, que je nommerai quand même, c'est Daniel Fouache qui m'a été présentée et que j'ai rencontrée, avec laquelle on a immédiatement communiqué sur des valeurs d'exigence, de transmission des arts et de la culture, et qui a permis d'intégrer l'école dans le programme 10 mois d'école et d'opéra, mais non content d'y intégrer l'école, elle a fait une proposition qui était un défi. On ne savait pas où on allait, c'était un défi incroyable, c'est-à-dire d'y intégrer la pratique du violon. La pratique du violon, non comme une pratique accessoire, une pratique parallèle aux apprentissages, mais une pratique intégrée aux apprentissages, c'est-à-dire que les élèves ont été choisis en CE1, c'est-à-dire ils n'ont pas été choisis d'ailleurs, ils ont été choisis parce qu'ils étaient dans la classe de CE1 et que nous avons décidé de commencer cette expérience, cette aventure en CE1. La première aventure a duré 4 ans. Et donc pendant 4 ans, ces enfants ont eu la possibilité, avec des professeurs de violon du Conservatoire des artistes, de pratiquer le violon 1h30 par jour. C'est-à-dire qu'ils avaient des violons à disposition à l'école, à l'opéra, et ils avaient donc des cours de violon, et en plus des cours de violon, nous allions à l'opéra, où on rencontrait d'autres artistes, des danseurs, metteurs en scène, comédiens, avec lesquels les élèves ont eu l'occasion de travailler. Donc une aventure extraordinaire et avec des tas d'anecdotes, c'est-à-dire que on avait peur, alors on leur donne un violon, est-ce que on va pouvoir les laisser sortir de l'école avec cet instrument dont on leur avait dit attention, fais bien attention quand tu le touches, tu fermes bien ta boîte. Alors ils le regardaient avec admiration. La première fois où ils l'ont vu, c'était je sais pas, c'est comme une espèce de rêve là qui se réalisait, ils n'y croyaient pas de toute façon, et voilà, donc ils sortent de l'école. Alors c'est ça aussi qui est important, c'est qu'ils sortent de l'école avec le violon sous le bras, et donc tous les autres élèves disent mais c'est quoi, tu te précipites, mais ça va se casser. Alors le premier jour on avait tellement peur, on s'est dit est-ce qu'ils vont ramener le violon à l'école, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aura pas un petit frère, une petite sœur, un grand, un parent qui dira écoute, allez, c'est bon, mets-le dans un coin. Non. Et ils sont revenus avec leur violon. Donc ça a été le premier contact. Et puis il y a eu d'autres moments très forts où effectivement les moments où on a la première fois où les parents sont allés à l'opéra avec leurs enfants, c'est-à-dire le premier spectacle où on est là, on est vraiment là. Ils ont regardé les gens autour et c'était une espèce de rêve qui se réalisait et on a le droit d'être là. Alors parce que c'est quand même, on en a parlé ce matin. Je pense que l'expérience que je raconte là fait complètement écho à ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire comment on peut, des élèves de milieux les plus éloignés peuvent s'approprier l'art, l'artistique et
cette culture un peu savante, d'une part, et puis comment ils peuvent, ça peut faire écho à leur propre histoire, et comment ils peuvent continuer à avoir envie d'aller voir des spectacles, d'aller dans les musées, d'aller et puis surtout d'y aller accompagné par la famille, parce qu'on a aussi parlé de cette problématique et on a été confronté à cette problématique, c'est-à-dire que outre la dévalorisation personnelle que ces enfants avaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'image très dégradée, ce sont des enfants qui ont une image très déficitaire en termes de confiance, donc ils se disent non mais de toute façon on ne va pas y arriver, c'est pas possible, on n'est pas capable, et puis la famille qui pense qu'effectivement ce n'est pas pour eux, c'est-à-dire que moi j'ai eu des pères qui ont dit le violon, il disait à son fils le violon c'est pas pour les noirs, hein, un noir il joue pas du violon. Donc voilà, ce père est allé voir un spectacle, l'Opéra de la Lune, et à la sortie du spectacle, il est venu me voir en me disant Madame la directrice, c'était très beau, c'était très beau. Comme ça, bon voilà, des moments, voilà, c'est des moments comme ça, et c'est ces moments-là. Ceci dit, l'enfant n'a pas poursuivi parce que c'est quand même resté très ancré que le violon, c'était pas pour les Noirs. Et puis, les petites filles aussi, les petites filles d'origine maghrébine, dont on dit, arrivées au collège, de toute façon, tu ne peux plus continuer, c'est pas pour les filles. Les mamans sont venues nous dire, non mais là, elle peut pas continuer, bon voilà, les filles font pas de violon, la musique, cette musique-là, c'est pas pour elles, et donc on est confronté à ça. Un des enfants que vous avez vu dans le film, et qui est un enfant très très doué, qui dit justement on m'a dit que peut-être je pourrais devenir célèbre grâce au violon. Cet enfant-là, il y a eu une difficulté vraiment avec aussi familiale, où il a fallu aller voir l'imam pour que l'imam autorise cet enfant à poursuivre le violon. Donc c'est cette interrogation, c'est cette difficulté, cette problématique qui fait de ce programme une chance extraordinaire, parce que en les accompagnant, c'est-à-dire que en les gardant dans ce programme, et là j'insiste parce que je sais qu'on a eu une chance folle, parce qu'on a eu 4 ans déjà d'un premier programme, et puis on a de nouveau une classe qui reprend le violon, qui continue et qui rencontre leurs aînés, avec lesquels on essaie de mettre en place un compagnonnage. Il existe, on pérennise quelque chose qui a débordé largement l'école, qui a débordé sur le quartier, qui a fait que dans d'autres classes, dans d'autres écoles, on a ouvert aussi des classes où on pratique du violon. On travaille la musique, on est en lien avec le conservatoire. Là, le conservatoire s'est ouvert, on a intégré des enfants en classe CHAM pour qu'ils poursuivent la pratique du violon. Et on travaille avec le conservatoire, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Il a fallu se battre. Et je remercie aussi le recteur, M. François Vell, et le chargé de la culture, M. Xavier Chiron, qui nous a accompagnés, parce que c'est un partenariat avec l'Éducation nationale. Ça a un impact sur les apprentissages, ça a un impact extrêmement fort sur les apprentissages. Alors, est-ce que je peux vous poser la question, justement, comment qualifieriez-vous les apports de cette expérience très particulière en termes, attention, d'apport intrinsèque. Donc je ne veux pas vous entendre dire qu'ils vont faire mieux les maths. Ça, on sait bien que c'est à peu près avéré, que les neuroscientifiques sont prêts à nous dire qu'en effet, la musique, ça, on le sait. Mais dites-nous un peu ce que vous avez observé dans cette école au cours de ces années, et que les enfants ont construit dans cette expérience et qui n'a rien à voir avec les autres disciplines. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait ce que vous leur faites faire? Alors la première chose déjà, c'est on retrouve de la confiance. On retrouve de la confiance, et donc on est capable de transmettre.
de transmettre cette confiance aux autres. Et voilà, ça c'est une chose, parce qu'on ne peut pas apprendre sans avoir confiance en soi. C'est absolument impossible, parce qu'il faut se mettre en danger. Pour apprendre, il faut se mettre en danger. Et si on ne peut pas se mettre en danger, on ne peut pas apprendre. Donc ça, c'est la première chose. Les arts construisent la confiance en soi. Et ça, c'est avéré. La deuxième chose, c'est la concentration et l'écoute, c'est-à-dire la capacité, quand on va quelque part, à entendre ce que dit l'autre. Je dis bien entendre au sens de comprendre, c'est-à-dire ils ont eu cette capacité parce qu'ils ont rencontré des artistes de très haut niveau. Ils ont été en contact avec Philippe Jordan, mais pas que, avec des danseurs étoiles, avec aussi des partenaires, comme vous avez vu dans le programme, des gens qui travaillaient à l'opéra, qui sont ce qu'on appelle les petits métiers, mais qui racontent leur parcours. Et cette écoute, cette capacité à poser des questions, à s'interroger sur leur parcours propre, c'est une construction qui leur permet après de ce qu'on appelle de développer leur esprit critique, dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire peut-être regarder Internet d'une autre manière, apprendre à chercher, apprendre à questionner. Et ça, c'est l'art qui construit ça. Ensuite, dans ce programme, la position de l'école, on en a parlé aussi, l'enseignant n'est plus dans la même posture. C'est-à-dire que l'enseignant est un passeur. Quand vous avez parlé de médiation, il devient médiateur. Mais les élèves aussi deviennent médiateurs. C'est-à-dire qu'ils se transforment. On les a emmenés, on a fait des liens avec des expositions, on les a emmenés à la Fondation Louis Vuitton où, comme vous le savez, ce sont des expositions contemporaines, d'art contemporain extrêmement pointues, où ce que me disait l'enseignante, c'est qu'ils étaient en capacité de comprendre ce qui leur était offert, ce qui n'est pas le cas quand on emmène des enfants dans un musée. Quand ils n'ont pas cette habitude d'être au contact des arts, ils ont plus de mal à rentrer, plus de mal à questionner, plus de mal à regarder. Et on a constaté, on les a emmenés aux arts décoratifs sur un travail autour des rythmes. Tout de suite, ils ont fait le lien avec les rythmes de la musique, avec ce que vous montriez ce matin dans la classe, là, sur la portée. Tout de suite, ils se sont dit, ah oui, c'est comme quand on écrit la musique, ou c'est comme quand on nous fait jouer telle et telle pièce. Ça, vous savez bien aussi qu'on catégorise, on compare, ça construit les apprentissages. Catégoriser, comparer, critiquer, être capable d'argumenter, être capable de parler en public. On a eu des moments, des rencontres avec des artistes, mais aussi des rencontres dans la classe avec les mécènes. Et je voudrais aussi insister sur l'importance de ces rencontres avec les mécènes. Nous avons des mécènes qui sont venus rencontrer les enfants à l'école, qui ont la dernière... On va revenir, si vous voulez bien, à cette question-là. J'avais juste encore une toute petite question avant de venir à Monsieur Lang. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez les effets de cette aventure? Parce que ce n'est pas la seule. Vous faites intervenir bien d'autres artistes dans votre école. Vous avez quand même posé comme un principe préalable que pour relever votre école, il fallait en passer par l'art et par la création et par toutes les formes, au-delà du programme dont vous nous parlez maintenant. Je voulais vous demander quel effet cette aventure de création multiple a eu sur l'institution école. Alors, l'école avait une image, quand je dis dégradée, c'est-à-dire qu'il y avait la queue à la mairie pour éviter l'école. Il ne fallait surtout pas y aller. C'était l'école la plus pourrie de tout le quartier et de toute façon, on n'y apprenait rien. Donc là, cette image-là, elle a complètement changé, c'est-à-dire que les gens, maintenant, les parents d'élèves notamment, parce que il ne faut pas oublier qu'une école, c'est aussi des parents d'élèves, c'est aussi des parents, et c'est important que les parents nous soutiennent et nous aident, parce qu'on n'apprend pas non plus contre sa famille, on apprend avec ses parents, on apprend avec tout le monde. Et donc, du côté, je vous presse un peu, parce qu'on passerait volontiers toute l'après-midi avec vous, du côté des enseignants.
Voilà, alors ça aussi, du côté des enseignants, c'est les projets artistiques, ça permet alors là d'apaiser. On a parlé ce matin d'apaisement, de la violence, on a employé quelque chose de... Enfin, oui, d'apaisement. Oui, je crois que c'était apaisement. Il y a eu un autre mot, bon, il ne me revient pas. Voilà, c'est une école apaisée dont il y a une âme dans cette école. Et c'est ce que je voulais avec ces pratiques artistiques, parce qu'effectivement, on a travaillé avec une graveuse, on a travaillé avec un sculpteur qui a sculpté un arbre dans la cour de récréation devant les enfants. On a travaillé avec des grands reporters, enfin on a travaillé avec beaucoup d'artistes. Et... il y a un climat parce que ces projets sont fédérateurs pour l'ensemble de l'équipe. Et quand je dis l'ensemble, j'inclus les agents de service, j'inclus ma gardienne qui fait de la mosaïque, mais les agents de service qui ont accompagné ces élèves parce qu'ils étaient fiers d'appartenir à ce milieu voilà, de cette école. Et pas seulement, c'est-à-dire c'est une fierté pour le quartier, c'est-à-dire quand ils voient ces élèves sortir avec les violons, quand ils voient les expositions et que ce sont leurs propres enfants qui leur montrent ce qui a été fait, comment ça a été fait, comment ils ont travaillé avec les artistes, mais ces parents forcément sont fiers d'y mettre leurs enfants. Et ça a permis aussi de travailler avec d'autres écoles. On a travaillé avec nous maintenant, on a un projet sur l'ensemble des écoles du quartier, un projet aussi musical et culturel avec un orchestre d'opérette cette fois. Mais quand on a fait des concerts à l'école avec l'opéra, on a invité des parents d'autres classes, d'autres personnes. Voilà. Je vous arrête tout le temps un peu, excusez-moi. Je crois que vous venez de dire de manière très vivante, ou d'exposer de manière très vivante, quelque chose que probablement tout l'auditoire sait de longtemps. Qu'en effet, l'expérience de création, que l'expérience artistique, que l'expérience esthétique construit quelque chose de fondamental dans un enfant et dans un être humain. Par ailleurs, j'aurais bien aimé vous poser quand même cette question, parce qu'il me semble que c'est assez central par rapport à ce que nous avons déjà échangé aujourd'hui, c'est qu'il me semble que nous avons parlé beaucoup depuis ce matin de ce que nous apportions à l'ensemble de ces publics, comme si ce mouvement était univoque, comme s'il s'agissait pour l'essentiel de leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas. Partons tout de suite du préalable que personne n'est sans culture. Personne n'est sans culture. Donc, que faites-vous avec ces cultures qui se croisent dans l'espace de votre école, qui croisent la culture dite savante, encore que je déteste personnellement ce vocable. Que faites-vous de cette rencontre, de ce carrefour? Est-ce que vous avez pu, notamment dans les productions que vous avez mis au jour, est-ce que vous avez pu mailler tous ces apports culturels qui sont là, présents? Alors, on a déjà dans 10 mois d'école et d'opéra, le dernier spectacle a été écrit avec l'histoire des enfants. C'était l'histoire du quartier. Et donc, il y a des enfants qui ont chanté des chants de leur culture, à eux. Et puis, moi, j'ai fait des expositions où j'ai invité les parents à venir exposer en même temps que leurs enfants les œuvres, parce qu'il y a des parents qui peignent, il y a des parents qui chantent. Donc, les ateliers, on a toujours pratiqué les ateliers, notamment les ateliers de gravure, en y invitant les parents. Et ça aussi, ça a permis d'échanger. Enfin, ils ont travaillé avec leurs enfants autour de ça. Et la dernière anecdote, je veux dire, qui relève, j'ai envie de dire, qui relève de ça, c'est le professeur de violon, des grands violons, parce qu'il y a les petits violons qui sont ceux de l'école et puis les grands qui sont au collège maintenant. Et donc le professeur de violon, je la présente aux parents d'élèves, c'est les élections de parents d'élèves. Et il y a un parent d'élève qui dit « Mais est-ce que moi aussi, je peux apprendre le violon ?» Vous voyez, et donc là, bien sûr, voilà, et on dit oui, je crois que
ces échanges-là. Je vais vous arrêter là parce que je veux quand même garder un peu de temps. Mais je voudrais simplement relever qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est à la fois du produit d'une volonté, d'une obstination qui est la vôtre, d'une conviction qui est la vôtre, et qui fait que vous allez effectivement vers les lieux qui peuvent vous apporter une expérience de cet ordre. Je pense aussi que... Oh, ça m'a échappé. Je voulais dire une autre chose qui me paraissait importante. Oui, que vous êtes bien consciente de ce rapport. Voilà, je sais ce que je voulais dire. C'est que, en effet, ce dont vous nous parlez, c'est de quelque chose qui est tout de même un privilège exceptionnel. Il se trouve que dans votre école, il y a une classe, 25 enfants, qui ont le privilège immense de faire du violon toute la semaine, pendant 4 ans, pendant que les autres font de la gravure, de la sculpture, du dessin, de la peinture. Donc la question qu'on aura envie de poser, pourquoi tous les enfants ne font-ils pas du violon? N'ont-ils pas l'occasion de cette expérience, une fois au moins, monsieur Didier Pelletier tout à l'heure en parlait, pourquoi pas cette expérience répandue? Alors, je viens à vous, monsieur Lang, mais je crois que madame Suardet est parfaitement consciente qu'elle jouit d'un grand privilège. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Mais vous n'y pouvez pas grand-chose, vous. Je me bats pour que, déjà, de toute façon, avec la compétence acquise par cette expérience, ce soit pérennisé, parce que de toute manière, on en a parlé ce matin et on continue à en parler, ce n'est que dans la pérennisation que ça peut continuer à essaimer, parce que c'est la deuxième classe n'est pas comme la première, la deuxième classe est... prend beaucoup plus et transfère beaucoup plus. Et les parents sont beaucoup plus présents, beaucoup plus conscients de la chance qu'ils ont. Et c'est vrai que je me bats par ailleurs pour que les autres élèves des autres classes bénéficient d'au moins d'une rencontre avec des artistes, parce que c'est fondamental pour apprendre. C'est-à-dire que c'est ce qui va les construire et construire ce qu'on a dit, construire l'intime, construire la relation à eux-mêmes. Et donc leur donner la possibilité de le faire. Alors après, c'est de notre... j'ai envie de dire, oui, je me bats pour trouver des subventions, pour aller vers les mécènes, pour les convaincre, parce que ces classes ont pu se poursuivre grâce au mécénat et des mécènes privés qui nous ont soutenus et qui viennent voir ce qu'on fait. C'est-à-dire que... et donc, si on pouvait les convaincre de payer une autre classe... ce serait extraordinaire parce que je crois que c'est pas la plus... alors bien sûr, c'est une petite goutte d'eau. On se dit ces enfants qui ont bénéficié de ça, ça va germer. Et parmi eux, et on a déjà des très grandes réussites parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même inscrits dans des conservatoires qui continuent. Mais cela dit, la goutte d'eau, elle est chiffrable. Voilà. Elle est chiffrable. Voilà. On sait aujourd'hui. Il y a, et nous venons de le vérifier toute la matinée, nous allons le vérifier jusqu'à demain midi, on sait qu'il y a une quantité impressionnante de projets artistiques et culturels dans le monde de l'éducation nationale. On sait qu'il y a des dispositifs qui cherchent à être durables, c'est-à-dire à occuper au moins 3 ou 4 années pour que, en effet, les effets en soient confortés et que l'essaimage dont vous parlez et qui est fondamental puisse s'opérer. En même temps, on sait que même si l'impression première de profusion peut l'emporter, en réalité, il touche 10 à 15% de la population scolaire, pas plus. Alors, monsieur Lang, ayant entendu tout cela, sachant que cette déclaration fort puissante, faite en 2000, c'est-à-dire il y a 15 ans, voilà, comment regardez-vous tout cela aujourd'hui? Que voyez-vous de très positif? Parce qu'il y a évidemment des avancées et des choses très positives. Et comment voyez-vous la possibilité de faire en sorte qu'une expérience comme celle-là puisse être non plus dans le registre de l'événement, mais dans le registre du quotidien et de l'ordinaire d'une formation scolaire? Merci. Je crois que vous avez
pratiquement tout dit et très bien dit. Parce que vous l'avez exprimé à travers cette expérience forte et belle et concrète. Et en même temps, vous êtes, chemin faisant, posé des questions auxquelles vous avez apporté des réponses. Tout à l'heure, peut-être en privé ou en public, j'aimerais savoir, vous l'avez évoqué d'un mot, ce qui se passe ensuite au collège pour ces filles et ces garçons. D'abord, je remercie en tout cas la Fondation Total, Madame Farand, d'avoir pris cette initiative d'organiser ce séminaire ou ce symposium sur un sujet si vital, si central, et non pas, comme le croient certains, marginal, ou décoratif, ou secondaire, pour faire joli. Non, c'est central, et vous l'avez magnifiquement expliqué à l'instant. Bien, disons que ce que nous avions voulu dans ce plan des années 2000-2002, avec Catherine Tasca, avait l'ambition de répondre à votre question. Nous ne voulions plus que seules certaines expériences, et il faut des expériences aussi pour avancer, ou seules certaines écoles, ou seuls certains enfants puissent avoir le droit à l'apprentissage d'un art ou à la découverte d'une activité culturelle. Notre ambition était peut-être utopique, je ne le crois pas. Elle était peut-être démesurée, mais je ne le crois pas. Mais par ce plan, alors qui sans doute aujourd'hui mériterait d'être infléchi, réadapté, tout ce qu'on veut, nous voulions que de l'école maternelle à l'université, l'ensemble des jeunes, petits et plus grands, puissent pénétrer l'univers de l'art ou de la culture. Et je ne voulais plus que ce soit latéral ou expérimental, même si on le voit, il faut des expériences, parce que c'est par la pratique que l'on peut faire avancer aussi les choses. Donc voilà, c'était un plan qui, de la formation des maîtres, immense sujet, qu'on ne pourra peut-être pas aborder aujourd'hui, qui s'est d'ailleurs vraiment détérioré depuis quelques années, de la formation des maîtres aux programmes eux-mêmes. Alors je sais bien que le mot, quand on dit obligatoire, ça a un aspect comme ça, impérieux, impératif, réglementaire, normatif. Mais il faut que dans l'école de la République, l'art fasse partie de ce qu'on appelle, moi j'aime pas cette expression, le socle fondamental ou les socles fondamentaux. Disons que je ne vais pas raconter l'histoire de la formation à travers les temps, mais à la Renaissance, les princes, il est vrai, les fils de princes, bénéficiaient d'une éducation musicale, théâtrale, poétique. Puis disons un peu plus tard, quand on invoque, j'aimerais qu'on fasse relire des textes de Jules Ferry. Toujours on invoque Jules Ferry pour dire oui, son école, c'est une école de la rigueur, une école de l'apprentissage, apprendre, compter, etc. C'est faux. C'est faux. Jules Ferry a magnifiquement écrit sur ce que, précisément, la découverte de la nature, l'initiation à un art, pouvait être fondamentale pour l'épanouissement d'un enfant. D'ailleurs, c'est à partir de là, sans doute, que la question est posée. L'épanouissement d'un enfant, c'est un tout, alors qui peut évidemment varier d'un enfant à l'autre. C'est un épanouissement sans doute rationnel, mais aussi sensible, mais aussi corporel, mais aussi pratique. Et tout ça constitue ce qu'on appelle l'épanouissement d'un enfant. Et tout ce que vous avez dit, je ne vais pas le répéter, la confiance en soi, pour l'enfant, pour sa famille, la capacité à, précisément, et là c'est vital, vous l'avez très bien dit, contrairement à ce que les sceptiques ou les indifférents, trop nombreux, croient, l'art, la culture, la pratique artistique, c'est un merveilleux sésame vers
l'apprentissage de la langue, du calcul, des mathématiques, des autres savoirs. Et quand un enfant a déjà retrouvé cette confiance en lui-même, quand sa sensibilité est aiguisée, disons, quand on s'arrache la tête en ce moment pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, d'abord cela, je dirais. En priorité, cela, ce que vous évoquez aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Si demain, comme nous l'avions voulu dans les années 2000, cette généralisation intelligente, évidemment, s'opérait, combien de réussites seraient au rendez-vous? Et combien aussi d'inégalités pourraient être résorbées? Pas toutes. Il y a d'autres sujets qui se posent. Donc voilà, je suis comme vous un militant de cette cause. Je déplore que cette ambition ait été partiellement abandonnée. Je le dis très amicalement et très franchement à l'égard de ceux qui, aujourd'hui, ont la charge de ces questions. Je ne comprends pas que, malgré des engagements réitérés, et l'autre jour encore, le Premier ministre s'est exprimé à l'occasion de l'inauguration d'une exposition au Grand Palais, il disait au ministre présent, rétablissez le plan des années 2000-2002. Je ne comprends pas. Ce ne sont pas des fortunes. Et ça économiserait beaucoup d'échecs, beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances. Et ça permettrait aux enfants, aux parents et à notre système de retrouver, je dirais, la réussite. C'est une question que j'allais vous poser d'ailleurs à propos du système. Ne pensez-vous pas, ou pensez-vous plus exactement, pensez-vous que l'enjeu d'une mise en œuvre plus forte d'une éducation artistique et culturelle, en ce compris évidemment la pratique artistique, des savoirs, des compétences, une fréquentation des œuvres et des artistes, soit de nature aussi à infléchir toute la culture scolaire, en s'ouvrant à toutes les formes de culture, celle bien sûr la culture savante, la culture des familles, la culture de la rue, la culture des jeunes. On n'a pas beaucoup parlé ici depuis ce matin de la culture des jeunes, mais ils ont des pratiques culturelles qui sont multiples, qui sont diverses et qui peuvent alimenter effectivement ces nouvelles façons de faire. Que pensez-vous de cela? Voyez-vous cela comme un enjeu? Je suis un optimiste de tempérament, donc méfiez-vous de ce que je peux dire sur ce plan. Bon, j'ai été 2 fois ministre de l'Éducation nationale. Une première fois en 92, une deuxième fois en 2000. La première fois, comme je suis un obsédé, un obstiné du combat que vous menez, je m'y suis engagé depuis très longtemps, bien avant d'être ministre. La première fois, lorsque j'ai élaboré un premier plan, je me suis heurté à un certain scepticisme d'une partie de la communauté éducative. Puis j'étais ministre de la Culture, qui débarquait dans l'éducation nationale. Ils se sont dit, bon, ce type, il veut nous larguer ses manies. Bon. Mais enfin, quand même, on a fait bouger les choses. Et la deuxième fois, je me suis aperçu que, comme vous l'avez très bien dit, madame, c'était beaucoup plus facile parce que les mentalités avaient bougé. Et d'une certaine manière, les professeurs, les enseignants, les éducateurs ont ressenti cette volonté ou cette politique nouvelle comme une forme d'anoblissement, si j'ose dire. Tout à coup, on n'établit plus une cloison entre le savoir, les sciences, l'art, et au contraire, l'école est érigée comme un émetteur de culture dans tous les sens du mot. Bon, par rapport à votre question qui en comporte beaucoup, je dirais que aujourd'hui, précisément parce que se développent ces médias que nous connaissons, ces pratiques nouvelles, ces sociétés de consommation qui envahissent l'école aussi, je dirais raison de plus. Si l'on a vraiment le sens d'un service public de l'éducation, c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faudrait que notre école soit comme une sorte de, j'allais dire, l'expression est peut-être un peu brutale, de contre-pouvoir culturel.
de lieu de résistance face à l'uniformisation, à la standardisation, à la banalisation, à l'abêtissement et au zapping. Vous le disiez déjà en 2000 aussi, d'ailleurs. Mais je vous remercie pour ces propos qui sont pour le moins essentiels. Je suppose, nous avons pris un petit peu de temps, mais je pense que ça en valait la peine. Je suppose qu'il y a parmi vous sans doute l'envie de poser des questions, de faire un commentaire, d'interroger ou Claire Suardet ou Monsieur Jack Lang. À vous la parole. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est une parole d'enfant par rapport à un sujet qui a été traité ce matin, qui est on emmène les enfants voir des œuvres et puis il se passe quelque chose, il y a une appropriation, enfin il se passe quelque chose et puis comment est-ce qu'on peut faire vivre ce qui se passe là, c'est-à-dire cette rencontre magique avec l'artistique. Je pense notamment quand on emmène les élèves voir des spectacles à l'opéra ou un opéra, un ballet, ou on sort de là, on a l'orchestre dans la fosse, on a les costumes, on a ces magnifiques chants qu'on vient d'entendre aussi, et donc c'est formidable, c'est éblouissant, et cette affaire de comment on pérennise ça, c'est-à-dire qu'on se l'approprie, on s'y habitue. Et je voudrais juste vous donner une parole d'enfant. Quand son professeur de violon, c'est cette année, donc il est ou l'année dernière, enfin donc il a 9 ans, l'enfant, et son professeur joue une partition de Shostakovich, oui, voilà, et parce qu'ils vont, dans leur spectacle, ils vont en jouer une partie, donc pour vous donner le niveau d'exigence quand même, ils s'approprient des œuvres un peu complexes, et donc le professeur s'arrête et l'enfant lui dit mais Byron, comment tu fais pour jouer un morceau comme ça sans pleurer? Tout est dit. Un mot pour saluer la grande expérience école à l'opéra. Madame Fouache, parmi nous, vraiment, on ne la célébrera jamais assez. Et moi, j'ai vu... Vous en savez plus que moi par la pratique, mais j'ai le souvenir, pour avoir été invité par elle à plusieurs reprises, d'avoir rencontré parfois des collégiens plutôt, très difficiles, très durs, très durs. Et elle m'a expliqué, ses collègues, comment, par la musique, par l'art, ces collégiennes se sont transformés. Vous l'avez vous-même très bien dit, il n'y a pas de meilleur remède anti-violence. On a envie de dire à tous ceux aussi qui nous bassinent les oreilles sur ces sujets, mais un peu d'argent, là, c'est aussi une manière d'apporter de la civilité, d'apporter de l'amour, du respect, le respect par l'art, le respect par la culture. Et tout à l'heure, quand on a vu ce merveilleux film, je me disais, mais on devrait essayer de montrer ces bonnes gueules, ces belles paroles d'enfants à tous les dirigeants de France et de Navarre. C'est merveilleux. Et d'Europe. Et d'Europe, oui, bon. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vraiment, c'est bouleversant, c'est ce que vous le rapportez à l'instant. Et voilà, je pense qu'aussi, peut-être qu'il faut qu'on fasse effort de pédagogie à l'égard des différents responsables locaux ou nationaux. Il y en a certains qui font de belles choses. Alors, à vous la parole. Y a-t-il une personne parmi vous, madame? Attendez le micro simplement parce qu'on enregistre, c'est juste pour ça.
Bonjour, donc, je suis Samira Zaiba, je suis consultante culturelle et experte des programmes Erasmus+. Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous lever pour que tout le monde voit d'où vous parlez? Oui. Donc, je suis Samira Zaiba, donc, consultante culturelle et donc maintenant experte des programmes Erasmus+, et Creative Europe, donc les programmes européens. Je m'occupe principalement des projets culturels de façon pour une éducation plutôt informelle. Donc voilà, pourquoi le choix du violon? Parce que donc moi j'étais à l'époque quand j'étais jeune justement à Elancourt, je rêvais de faire du violon, mais on m'a dit à l'école non, tu feras de la guitare. Je fais non, du violon. Non, de la guitare, c'est trop dur pour toi, tu vas être dégoûté de la musique. En réfléchissant, je me suis dit, parce qu'après je me suis mise à la pratique du violon, puisqu'on m'avait interdit, donc je me suis dit, je vais faire du violon, bien évidemment. Et du coup, j'ai compris plus tard que, oui, en effet, en commençant par un instrument un peu plus, plus accessible, où je pouvais voir, et puis, ça m'a donné envie de continuer, en fait. Ça m'a donné envie de... Et mon père, du coup, il voulait absolument qu'on s'intègre. Vous avez une question précise? Voilà, pourquoi le violon? C'est ça, dès le début. Alors, quand Daniel Fouache m'a proposé le projet, qui était d'abord, quand même, je voudrais quand même le dire, qui était d'abord d'intégrer la classe dans 10 mois d'école et d'opéra. Et pourquoi le violon? Eh bien, parce que le violon, c'est justement l'instrument dont tout le monde pense que c'est hyper difficile et que je crois qu'il résonne comme un instrument d'une culture savante, d'une culture exigeante, enfin d'une difficulté justement à pouvoir en jouer. C'est réservé à une élite, c'est surtout dans les conservatoires. Et c'était un peu un pied de nez en fait à ça. Et en réalité, on s'est rendu compte avec ce programme que c'est pas du tout le cas. La méthode employée a été une méthode Suzuki pour commencer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de jouer à l'oreille. Les enfants ne se sont pas découragés sur le violon. Ils se sont découragés pendant les 4 ans, finalement, parce qu'ils ont... il y a plein de choses à faire avec le violon. Quand on voit les professeurs travailler, ils travaillent sur corde à vide, après ils prennent l'archet, et puis ils peuvent jouer... le violon, c'est dans toutes les cultures, il y en a dans toutes, justement, pour revenir à ce que vous disiez avant... il y en a dans toutes les musiques. Il y en a dans le reggae, il y en a dans le jazz, il y en a dans toutes les musiques populaires. Il y a du violon. Donc voilà. Et effectivement, c'était sans doute un lien en fait entre cette musique savante et cette musique populaire, parce qu'en fait, il est universel. Et puis parce que le piano, c'est un peu compliqué à transporter, et puis parce que la flûte on en fait, je crois, un petit peu tout le monde en fait après au collège, et puis parce que le djembé, on voulait pas. Voilà. Une autre question. Madame, vous souhaitiez intervenir? Bonjour, Jacqueline Costa-Lascou, je suis chercheure au CNRS, mais ancienne présidente de la Ligue de l'enseignement et de la Fédération nationale des écoles de parents et des éducateurs. Jusqu'à présent, nous avons fort peu parlé de ces corps intermédiaires qui ont formé l'éducation populaire. Éducation populaire qui était des relais entre l'école et les institutions artistiques. N'oublions pas les MJC, n'oublions pas tout ce qui s'est fait sur le cinéma, sur la peinture, sur les maisons des écrivains, etc. Donc c'est une question, est-ce qu'aujourd'hui on assiste aussi à un affaiblissement du rôle de certaines associations, pour toutes les raisons que nous connaissons? Quelle place vous leur donnez? Et puis, deuxième question très rapide, il se trouve que je suis dans le cadre du dialogue euro-arabe, et que je travaille sur la question de la représentation de l'art comme aussi vu par les intégristes. Alors tous les intégristes, il n'y a pas besoin d'aller voir de l'autre côté de la Méditerranée, comme des formes de dépravation contraires à la dignité de la personne. Voilà.
Merci. Monsieur Lang, et peut-être... est-ce que Madame Salvet est encore là? Non, peut-être pas. Vous voulez réagir? Ah oui. Vous voulez réagir? Alors, oui, je vous répondrai sur la question des fédérations d'éducation populaire. Les fédérations d'éducation populaire sont bien évidemment des partenaires essentiels dans la construction des projets à destination des enfants, non seulement parce qu'effectivement, ils font le lien entre l'école et les institutions culturelles, mais aussi parce que les fédérations d'éducation populaire accueillent les enfants pendant les temps de loisirs. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, nous avons des collaborations étroites avec les fédérations d'éducation populaire, parce que c'est vraiment un partenaire essentiel. Alors, y a-t-il encore des courageux? Voilà, là, derrière. J'ai pas compris. Ah oui, oui. Bonjour. Alors je suis Marie Aymon, je travaille pour un ensemble de musique baroque, le Poème harmonique. Et voilà, j'avais une question pour Madame Suardé. En fait, tout ce que vous avez dit, ça nous parle énormément, puisqu'on est en train on est vraiment au lancement d'un projet, mais on commence un projet de pratique instrumentale collective dans une école à Rouen, en éducation prioritaire. Je pense qu'on a énormément de points communs avec le projet que vous avez mené. Donc ma question est toute simple, c'est est-ce qu'on peut venir voir comment vous travaillez et aussi bénéficier de votre expérience, parce qu'on est au démarrage d'un projet, on part quasiment de zéro, alors c'est absolument passionnant, mais ça fait assez peur aussi. Et voilà, donc comme ça fait longtemps que vous menez cette expérience, je serais très intéressée de venir voir comment vous travaillez sur le terrain, si vous êtes d'accord. J'accueille tout le monde. Alors, avec plaisir, on accueille vraiment, parce que c'est toujours un apport en plus, le regard extérieur et les questions, les questionnements, parce qu'on se questionne énormément. Je voudrais ajouter ça, c'est-à-dire que chaque année, même si c'est reproduit, on peut dire pérennité, ça veut dire on va tourner en boucle, mais c'est pas vrai. C'est chaque année, on se demande comment ça va marcher, ce qu'on va faire, comment on peut améliorer, et pour poursuivre un peu par rapport à ce qui se passe au collège, l'idée c'était de pérenniser, c'est-à-dire qu'effectivement on a nos grands violons qui ont donc pratiqué pendant 4 ans, sont passés au collège et de toute façon on travaille en lien avec le collège et on installe, c'est plus difficile, mais on veut continuer. Donc on a installé aussi un mini-programme avec les plus grands violons et qui vont jouer ensemble dans le même spectacle et qui continuent la pratique du violon. Et donc, mais là, c'est voilà, parce que ça a l'air d'être très simple et il n'y a pas de problème et de toute manière, ils veulent tous et tout va bien et c'est pas vrai du tout. Enfin, je veux dire, quand vous viendrez à l'école, vous verrez que c'est pas si simple. Et là, je voudrais rendre hommage. Ce matin, on a parlé de héros de l'éducation. L'enseignante qui mène cette classe, c'est pas n'importe quelle enseignante. On n'est pas dans un projet comme ça quand on veut faire une classe, j'ai envie de dire normale. Parce qu'effectivement, samedi dernier, on était à l'opéra, on accompagnait les familles et les enfants. On était à l'opéra on ne peut pas dire que ce soit sur notre temps d'école. Voilà, il y a cette partie-là, une posture à changer, parce que quand les arts sont au centre des apprentissages, on n'apprend pas de la même manière et on n'enseigne pas de la même manière. Et une disponibilité, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de se poser des questions, on est à l'écoute de ce qui se passe, de comment on va les amener, les pousser, les rassurer beaucoup, parce que ce sont aussi des groupes d'enfants qui ont besoin d'être rassurés, d'être emmenés dans une énergie.
Et là, il faut rendre hommage à l'enseignante qui s'appelle Soraya Van, mais je veux dire, c'est important parce que sans elle, de toute manière, ceux qui s'occupent de 10 mois d'école et d'opéra, les personnels, les enseignants qui sont en charge de 10 mois d'école et d'opéra le savent, sans elle, ce projet ne pourrait pas avoir lieu, c'est juste impossible. C'est une implication de tous les instants. Et une remise en cause, j'insiste très très fortement là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut changer de posture. Elle est héroïque, mais en plus, elle se remet en question, mais de la même manière que ses élèves se remettent en question et que nous remettons en question quand l'art entre dans l'école. C'est ça, l'artiste fait changer les points de vue. Et c'est très 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 formateur et porteur. Voilà. Et vous êtes bien sûr invité. Merci pour ceci. Madame, excusez-moi, vous avez posé tout à l'heure 2 questions et nous n'avons répondu qu'à une seule des 2. Vous avez évoqué la question de l'intégrisme et vous avez prononcé le mot dégradation. Vouliez-vous dire par là que vous avez le sentiment que la situation, dépravation, que la situation s'aggrave dans un certain nombre de rencontres, on fait ce constat que probablement les coupures, les cassures, les fractures ont plutôt tendance à s'aiguiser qu'à se combler. Monsieur Lang, sur cette question. Sur cette question, moi je n'ai pas la parole révélée, si j'ose dire. Tout à l'heure, on parlait avec plusieurs personnes, plusieurs enseignants qui sont à Vénissieux et qui me racontaient leur travail patient pour précisément assurer la précédence ou la prééminence de la neutralité. Sinon la laïcité. Bon, ce n'est pas facile, on le sait bien. Bon, globalement, parce que là vous évoquiez un dialogue euro-arabe, ça suppose que ce soit un dialogue avec tous les pays arabes. La réponse est très différente d'un pays à l'autre. Et finalement, alors, dans le domaine de l'art, de l'expression artistique, notamment pour les arts visuels et les arts plastiques, il y a eu quand même, moi je suis un peu un optimiste, donc je mets l'accent sur ce qui avance, il y a dans toute une série de pays arabes de vrais changements, y compris dans les Émirats, au Liban, en Tunisie, c'est évident. Alors au Maroc, j'ose à peine en parler parce que je vais apparaître comme un propagandiste. Nous avons inauguré hier soir, avec le président de la République et la sœur du roi du Maroc, un événement qui se déploiera sur 3 ou 4 mois. Et quand on découvre les œuvres qui sont exposées, certaines pourraient être qualifiées de dépravées, pour reprendre l'expression, par certains observateurs, y compris peut-être pas nécessairement arabes d'ailleurs, car ce sujet peut concerner d'autres milieux, y compris très, très européens. Donc voilà. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas à apporter une réponse là aussi trop théorique. Il faut avancer. C'est vous le dites vous-même. Nous devons être chacun à notre manière des héros. Je n'ose pas dire, j'ose pas reprendre votre expression, mais des héros de la vie quotidienne. C'est pas à pas, jour après jour. Évidemment, il faut être accompagné aussi par les pouvoirs publics pour empêcher que la censure et l'obscurantisme, parfois même le fanatisme, ne pénètrent dans l'école où ils sont en principe interdits de séjour. Madame. Puisqu'il faut se lever, je vais le faire avant qu'on me le demande. Donc Anne Divorne, future métropole de Lyon, domaine musée et culture. Je voulais savoir si M. Lang pourrait nous présenter quelques actions qui ont lieu dans le cadre de l'Institut du monde arabe
sur les questions, est-ce qu'il y a, je sais pas, des actions en relation avec le milieu scolaire ou d'autres publics a priori éloignés, dits éloignés? Merci de votre question. En deux mots, au sein de l'Institut du monde arabe, qui a des activités multiformes, expositions, colloques, rencontres, débats, dialogues, enseignement de la langue arabe, il y a aussi un service des actions éducatives, que d'ailleurs Madame Ferrand soutient. Plusieurs expériences ont soutenu. Et les personnes qui s'en occupent le font avec beaucoup de cœur, de finesse, d'intelligence. Et le plus souvent, ce sont des écoles qui ne sont pas nécessairement les plus favorisées. Et moi-même, je suis allé sur place à la demande de la directrice de ce service. Alors, ils n'ont pas la possibilité d'être partout, hein, mais quand même. Et de même, ces actions éducatives, nous les développons beaucoup dans une région où l'Institut a une sorte de maison, pas d'annexe, mais oui, d'autres maisons, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Tourcoing et à Roubaix, avec, je crois, un relatif succès. Et l'appui, je dois le dire, assez actif des éducateurs et des élus de la région. Des élus de plusieurs tendances politiques qui se sont engagés avec nous, auprès de nous, pour faire changer les choses. Mais on pourra aller beaucoup plus loin, j'espère aller beaucoup plus loin. Bonjour, je suis élève à l'École normale supérieure de Lyon en littérature. Et je voulais savoir justement, quand on vous a posé la question du choix du violon comme instrument, je pense que la musique qui est enseignée en cours de violon aux élèves dans le cadre de 10 mois à l'opéra, 10 mois d'école et d'opéra, est essentiellement de la musique classique. Et je voulais savoir ce qui vous avait poussé, ce qui vous avait poussé à faire le choix de cette musique-là, justement, parce que l'art et la culture me paraissent être des réalités plutôt plurielles. Et je voulais savoir si c'était juste parce que vos partenaires maîtrisent peut-être mieux ce langage, ou si vous aviez d'autres motivations. On n'a pas fait essentiellement de la musique classique. Je veux dire, non, il y a eu. Alors après. Selon les projets, parce que à chaque année, il y avait un spectacle prévu au bout de l'année, donc pour lequel les élèves se produisaient. Donc selon les années, le choix des œuvres était fonction de ce qui était proposé. Donc, les artistes choisissaient en accord avec le metteur en scène ce qu'ils avaient à apprendre. Donc même si pendant les cours il y a eu des cours où ils ne faisaient pas du tout de musique classique, mais ce qui était montré, enfin ou ce vous avez pu voir, c'est une partie du spectacle. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait d'autres propositions. Voilà, mais ça se passe comme ça, en fait. Bonjour, moi j'aurais une question qui serait un peu en écho justement avec ce qu'elle a demandé. C'est parce que là pour l'instant, depuis le début de la journée, on a parlé d'amener l'art et la culture, mais on a plutôt parlé de musique classique, d'opéra, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en développant chez les jeunes la pratique également des musiques populaires, des cultures populaires, ça puisse leur mettre un pied également dans ce milieu-là, susciter leur intérêt, et justement qu'ils aillent ensuite de eux-mêmes vers ce genre de musique-là. Par exemple, moi, je suis dans la musique, et j'ai des amis qui sont profs de musique également. Ils ont fait des travaux avec leurs élèves, justement, sur la musique qu'ils écoutent, que ce soit de la musique populaire, du rap, de la techno, toutes sortes de musique. Et les élèves étaient vraiment intéressés, ils ont pu vraiment développer des choses très intéressantes avec eux. Et ensuite les intéresser à d'autres genres de musique, que ce soit la musique classique, etc. Mais sans forcément d'abord passer par la musique classique ou la musique dite savante, entre guillemets.
Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, je vais peut-être juste replacer quand même le symposium dans son contexte. Il se trouve qu'en effet, on parle ici de façon majeure de musique classique, mais sans préjuger de ce qui se passe dans les projets, dans les dispositifs, par ailleurs, où très probablement on explore bien d'autres choses. Mais nous sommes en effet ici dans une réunion qui rassemble les partenaires, les institutions culturelles partenaires de la Fondation Total, et qui se trouve être, en l'occurrence, des institutions qui font une proposition artistique qui se situe dans le champ de la musique classique. Mais la question est certainement tout à fait intéressante, et je vois que Sophie Janin serait contente de répondre. Prenez place là, ce sera comme ça. Il y a des micros ici, il y a des micros, voilà. Pardon, je me permets juste d'intervenir par rapport à ces projets-là, parce que même pour nous, les institutions comme Radio France, par exemple, on est tout à fait curieux et ouverts et enthousiastes à des rencontres différentes. Et on voit, par exemple, cette année, on monte un projet avec Ibrahim Alouf, le trompettiste de jazz, et Oxmo Puccino, qui est plutôt connu dans le monde du slam, avec un projet avec nous à la maîtrise. Non seulement on voit qu'il y a un intérêt des frères et des sœurs de venir au concert spontanément, parce qu'il y a des têtes d'affiche qui attirent un autre public, mais finalement, toutes les ouvertures sont bonnes. Et je pense qu'on peut tirer que des bénéfices aussi de ces projets crossover. Si on le fait bien et si on sait ce que chacun doit amener à la table, ça peut vraiment être très constructif comme expérience. Mais en même temps, il faut qu'on soit très vigilant quand on parle d'ouvrir l'art et la culture à la jeunesse, et qu'il faut quelque part avoir leurs références, parce que tout peut devenir accessible si on le fait bien. Et moi, j'ai été très effrayée par les discours où on essayait de vendre des concerts de la musique classique comme des films d'action, en disant « Venez, c'est génial, c'est comme un film avec Bruce Willis ». Non, ce ne l'est pas. C'est autre chose, mais c'est bien aussi. Mais je suis tout à fait d'accord, des projets multiples, des mélanges, c'est extrêmement bien. Et je pense que même nous, les institutions comme Radio France, l'Opéra de Lyon, l'Opéra de Paris et tous les autres partenaires, je sais que Didier Grosjean le fait au CREA, on est tout à fait ouverts à ces mélanges et ces rencontres. On va prendre, s'il y en a encore... Ah, peut-être, oui. Quelque chose, oui, parce que le spectacle de fin d'année, au bout des 4 ans de 10 mois d'école et d'opéra, a intégré complètement, comme vous le dites très très bien, exactement les deux parties. C'est-à-dire qu'on a parlé d'eux dans leur quartier, ils ont écrit, et en même temps, on a mélangé avec des airs de Rameau que vous avez entendus. Enfin voilà, il y avait un mixte des deux, parce que on s'est posé la question, bien sûr, de savoir si c'est que d'une chose ou que d'une autre. Mais là, vous le dites très très bien, il y a un lien entre les deux, et c'est ce qui a permis l'appropriation. C'est-à-dire que leur spectacle, c'était leur spectacle sur leur expérience de 4 ans. Donc ils l'ont écrit avec un dramaturge de l'opéra. Et ça parlait d'eux, mais ça parlait aussi d'opéra. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Oui, Sabine. Je voulais peut-être signaler, oui, Catherine Ferrand, je voulais signaler que, par exemple, demain, nous aurons une intervention de Jean-Louis Guillaumont, qui a créé le festival Jazz in Marciac, et dont nous soutenons depuis cette année seulement, c'est comme ça que c'est pas un partenaire historique, dont nous soutenons justement les actions pédagogiques qui étaient dédiées aux collégiens, qui maintenant vont aller au niveau de l'école primaire, et d'autres de nos partenaires comme le festival d'Aix et l'Opéra Comique s'ouvrent aussi à d'autres musiques ou à d'autres types d'expressions artistiques. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a un tropisme de base qui est très musique classique, mais que et nos partenaires eux-mêmes sont beaucoup plus ouverts que ça. Croisent les formes. Voilà. Et l'école de jazz, le jazz à l'école à Marciac s'est heurté aussi à quelques difficultés. Et des résistances de l'éducation nationale, je peux vous le dire. Des résistances locales aussi, malgré le maire qui soutient le festival. Et ça a failli disparaître. C'est un combat là aussi permanent. Peut-être un mot, mais vous le savez vous-même très bien, c'est que votre expérience est très forte et
est originale et surtout elle est conduite par des personnes, vous l'avez dit vous-même, le ou la professeur. Mais on pourrait imaginer une action, je dirais, nationale. D'abord, il existe un certain nombre de choses que vous avez peut-être évoquées, en particulier au collège, toutes les classes musicales qui ont été créées à différents moments. Et puis, autre expérience originale qui s'appuie sur des instruments de musique classique, c'est l'expérience Demos, que vous connaissez, qui est animée par Laurent Bell, le directeur de la musique, et qui s'est inspiré d'une expérience, celle-là, alors massive, générale, du Venezuela, qui remonte à très loin. Ce n'est pas du tout lié à M. Chavez, c'est bien antérieur. Ça remonte à une quarantaine, une cinquantaine d'années. Un compositeur chef d'orchestre fameux qui s'appelle M. Abreu a imaginé ce qui pouvait paraître tout à fait utopique, de mettre les enfants, aussi jeunes que les vôtres, je crois, en contact avec des instruments de musique, pas seulement des violons, mais je crois surtout des instruments de musique classique. Et aujourd'hui, au Venezuela, c'est un pays qui a peu d'habitants. Il y a, je crois, 500 000 ou 600 000 jeunes qui pratiquent la musique. Et d'ailleurs, comme dans votre expérience, les enfants, les jeunes prennent avec eux l'instrument et le transportent chez eux, ce qui a aussi une vertu pédagogique vis-à-vis des parents et des familles. Donc, en vérité, s'il y avait une ambition nationale, il y a de quoi faire, il y a les talents, il y a les professeurs, il y a les éducateurs, les créateurs, il y a des expériences aussi d'autres pays qui mériteraient d'être, vous avez dit Suzuki, mais on peut penser aussi à ce que font depuis longtemps nos amis hongrois, enfin, etc., etc. Et il y a tellement et tellement de trésors d'enfants inexplorés qu'on a envie parfois de gueuler quelquefois. Mademoiselle, là-bas, ce sera la dernière question. Bonjour, Christina de la compagnie de théâtre Image Aiguë. Donc j'ai une question pour Madame Suardé. Je voulais plus savoir comment vous communiquez avec les parents de ces enfants. Parce que nous, en tant que compagnie de théâtre, bon, c'est du théâtre, mais c'est quand même des activités qui sont menées aussi dans des écoles. Nous avons un travail vraiment très important à faire avec les familles, pour les faire venir, notamment quand il y a des spectacles et aussi d'autres activités. Donc, comment vous faites? Est-ce que c'est essentiellement l'enseignant qui fait le relais, ou vous, en tant que directrice, autorité? Comment... voilà, merci. Une réponse très brève. Alors, réponse très brève, oui, c'est essentiel, enfin, c'est conjoint, c'est-à-dire que l'enseignante avise, voilà, propose, explique, et puis effectivement, je fais le relais, et là, c'est un peu, oui, la posture d'autorité, on va dire, c'est-à-dire que, mais on les appelle au téléphone, voilà, on les rencontre dans la rue, on discute, voilà, il y a beaucoup de travail, ça ne peut pas marcher autrement. De toute façon, oui, c'est du travail, j'ai envie de dire, parce que sinon, ils sont pas là, voilà. Il faut bosser. Bien, merci beaucoup, merci Monsieur Lang, merci Madame Suardé. Le dossier n'est évidemment pas clos, ça c'est une certitude. Je me permettrai peut-être, puisque le modérateur doit quand même aussi mettre en relief les choses, de vous lire une toute petite citation de la dernière publication de Marie-Christine Bordeaux et de François Deschamps sur la question de l'éducation artistique
et culturel dans lequel ils évoquent le fait que ce n'est pas une question neuve, qu'elle a au moins 20 ans, sinon bien davantage. Et une toute petite citation qui serait de nature à réconcilier l'éducation nationale et la culture encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Marie-Christine Bordeaux dit « Réduire l'expérience esthétique à l'émotion, aux sensations et à l'imagination passe sous silence le fait pourtant essentiel que l'expérience esthétique est une expérience cognitive qui met aussi en jeu l'intelligence et la raison. » Voilà. Alors, la suite de l'après-midi, oui, je vous en prie. La suite de l'après-midi est un peu différente. Nous allons passer aux ateliers. Et je vais simplement prier les personnes qui ont sur leur badge la pastille rouge de se rendre dans le lieu où ces ateliers se tiennent, soit au niveau -5, donc vous quittez cet endroit, vous quittez ce lieu, vous allez au niveau -5 où l'on vous montrera où vous devez aller et vous y restez pour les 2 ateliers successifs. Donc vous ne bougez pas de là. Ces ateliers vont se dérouler en 2... Attendez une petite minute. Ils vont se dérouler en 2 épisodes d'1 heure chacun, avec une petite pause entre les 2, donc 16-17 heures, et puis 17h-18 heures pour faire court, mais il y aura un petit sas entre les 2. Il n'y a pas de retour collectif aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous après les ateliers à demain matin pour une nouvelle session de ce symposium. Et je vous remercie pour votre attention.